Et nous revoilà pour la deuxième partie de ma série où j'essaie de créer un système abordable et reproductible pour transformer tout ça en ceci. La première vidéo a vraiment décollé et j'étais ravi de voir que vous vous souciez autant de ce projet et de son impact environnemental potentiel que moi. Au fait, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de la série, vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet afin que mes maîtres algorithmiques de YouTube ne me pénalisent pas pour un faible engagement. Depuis la dernière vidéo, j'ai travaillé sans relâche et j'ai de nombreuses leçons et mises à jour à partager. Certaines bonnes, d'autres mauvaises, voire très mauvaises. Alors, allons-y. Alors, commençons probablement par le domaine qui a causé le plus de maux de tête jusqu'à présent, à savoir le cadre et les leçons de soudure. Dès que j'ai publié la dernière vidéo, je me suis remis à travailler sur mon cadre soudé, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Comme mentionné dans la dernière vidéo, j'avais besoin de fabriquer une sorte de support moteur pour adapter le moteur que j'ai à ma configuration prévue, qui n'incluait pas de boîte de vitesse avec une bride. J'y reviendrai plus tard. De plus, je devais ajouter quelques barres à l'arrière pour espacer l'ensemble du mur et compenser la moulure près du sol. Cela m'a pris pas mal de temps pour bien faire les choses, surtout pour percer l'acier puisque je n'avais clairement pas les bons forets. Mais finalement, et avec un peu d'aide d'un ami, on y est arrivé. Pendant que j'y étais, j'en ai aussi profité pour ajouter des entretoises en profondeur sur les pieds et une simple étagère en largeur, à la fois pour stabiliser l'ensemble et pour maintenir les bacs sous le broyeur. Comme beaucoup l'ont souligné dans de nombreux commentaires utiles, merci à tous, je faisais beaucoup de choses de travers. Tout d'abord, je ne nettoyais pas correctement ni ne ponçais les surfaces, ce qui entraînait ensuite de la frustration, des soudures de mauvaise qualité et une résistance très faible. Certaines personnes sont même allées jusqu'à prédire que mon cadre tomberait probablement en morceaux dès que j'allumerais le moteur, ce qui, vu le fait qu'un simple choc contre le mur a fait tomber la pièce d'espacement, et que le moteur s'est détaché des boulons quand j'ai soulevé l'ensemble par le moteur, oui, ils avaient probablement raison. De plus, je ne savais pas à l'époque que je devais me méfier des métaux galvanisés, car apparemment, si le métal sur lequel je travaille est galvanisé, alors j'inhale des fumées vraiment toxiques. Merci de veiller sur moi dans les commentaires, j'adore que nous apprenions et réalisions ce projet ensemble en communauté. Je trouve ça vraiment génial. Au départ, je pensais qu'acheter et utiliser le poste à souder le moins cher du marché, un que vous pouvez facilement trouver pour environ 79 $, rendrait ce projet plus pratique et reproductible pour vous tous à la maison. Mais en réalité, d'après ce que beaucoup d'entre vous m'ont maintenant dit, il serait probablement plus facile et plus réaliste pour des débutants absolus d'utiliser un poste à souder, métal inerte gas, même si cela signifie que vous devrez probablement le louer au lieu de l'acheter. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la partie soudure de tout cela ne sera pas ce qui va décourager quelqu'un qui voudrait tenter ce projet, parce que j'apprends toujours à souder avec beaucoup de plaisir et j'aurais aimé m'y mettre plus tôt. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de projets avec soudure. J'adorerais en faire. Quoi qu'il en soit, un poste à souder métal gas ou à l'arc, tout ça est un peu hors sujet et le fait que j'en ai choisi un plutôt qu'un autre n'a même pas d'importance parce qu'à ce qu'il paraît, on va devoir refaire une grande partie du châssis de toute façon. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Eh bien parce que, encore une fois, d'après les commentaires et les messages privés de plusieurs personnes bien plus qualifiées que moi dans ce domaine, je vais devoir modifier la configuration de la chaîne d'entraînement. Il semble que tout ce système d'entraînement à fréquence verticale ne va finalement pas fonctionner. Comme beaucoup d'entre vous l'ont gentiment souligné dans les commentaires, et comme je le soupçonnais un peu dans la dernière vidéo, réduire la vitesse du moteur électroniquement n'augmente pas le couple. Et comme vous allez le voir dans un instant, le couple obtenu serait loin d'être suffisant pour broyer même les pièces les plus fines, sans parler des pièces très épaisses, comme celles que j'utilise plus tard dans cette vidéo pour le montage de l'extrudeuse. En gros, et après avoir lu tous vos commentaires, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait une boîte de vitesse, que j'avais acheté le mauvais moteur et que j'avais probablement aussi gaspillé de l'argent pour le VFOV. Cela peut sembler anodin. Donc j'ai perdu quelques jours et peut-être quelques centaines de dollars ici ou là pour que vous n'ayez pas à le faire. Après tout,
La beauté d'être créateur de contenu, c'est que le parcours, la valeur de divertissement et surtout les leçons que je peux apprendre et ensuite transmettre à vous tous sont bien plus importantes que de savoir si je réussis ou non du premier coup. Et même si tout cela est si vrai, j'étais vraiment dévasté dans les heures qui ont suivi la mise en ligne de la vidéo, malgré le fait qu'elle ait reçu un très bon accueil de votre part. À ce moment-là, j'avais littéralement passé des semaines à planifier, concevoir, chercher les matériaux, souder, tout démonter quand j'avais mal soudé, puis tout ressouder à nouveau. J'ai conduit longtemps pour récupérer le moteur et acheter divers composants pour lui. J'ai même conçu et commandé des coupleurs commandes numériques par ordinateur chez PCBWay pour finalement découvrir qu'un coupleur fixe allait être une très mauvaise idée pour ce type d'application. Chaque aspect de ma configuration et de mon exécution proposée jusque-là était totalement erroné. Et au final, tout ce que j'avais à montrer pour tout ça, c'était un peu d'apprentissage et une vidéo. Bref, après avoir passé quelques heures à ruminer ma frustration d'avoir perdu mon temps et mon argent, j'ai en fait reçu plein de messages sur notre serveur Discord de votre part à tous, ce qui m'a vraiment remonté le moral et m'a donné une lueur d'espoir pour 2 raisons différentes. Cela m'a d'abord rappelé combien la communauté autour de cette chaîne est incroyable, que des gens prennent le temps de me contacter et proposent de venir au studio m'aider à améliorer ma soudure. Je me suis souvenu que je n'étais pas seul, nous faisons tout ensemble en communauté. Mais ensuite, un abonné local, une sorte de savant fou de Haïfa nommé Daniel, m'a contacté pour me dire qu'il avait non seulement exactement le bon type de réducteur à vis, sans fin pour ce projet, comme vous pouvez le voir ici, mais qu'il serait aussi intéressé pour l'échanger, plus un peu d'argent, contre ce deuxième kit Precious Plastic que j'essayais de vendre. Ça fait d'une pierre 2 coups, et j'adore quand l'univers aligne les choses comme ça pour toi. Donc pendant le week-end, alors que j'étais déjà à Haïfa pour rendre visite à mes beaux-parents, je l'ai rencontré à la fois pour récupérer le réducteur, l'échanger contre le broyeur et obtenir quelques conseils de soudure par la même occasion. Nous avons donc réfléchi ensemble à la meilleure configuration pour la suite, entre échanger des moteurs ou utiliser une transmission par courroie. Finalement, nous avons choisi mon moteur triphasé existant et un de ses réducteurs d'atelier. Ce n'était pas facile, mais après beaucoup, et je veux dire vraiment beaucoup d'efforts, nous avons réussi à libérer ce réducteur de l'arbre d'entraînement d'origine qui était déjà intégré, et à ce moment-là, nous avons fait l'échange. Pour simplifier la comptabilité, je lui ai vendu le kit supplémentaire de broyeur Precious Plastic pour 1700 shekels, soit 463. Et ensuite, j'ai acheté le réducteur auprès de lui pour 500 shekels, soit 136. Maintenant, il me suffit de commander 2 pièces supplémentaires pour que ce réducteur fonctionne avec le moteur que nous avons déjà. D'abord, il me faut une douille pour adapter l'arbre d'entraînement de 20 mm du broyeur à la sortie de ce réducteur à vis sans fin. Et ensuite, il me faut une bride d'adaptation pour connecter réellement le moteur, avec sa grande bride à 4 trous de 200 mm, à cette petite bride à 6 trous de 97 mm du réducteur. Pour créer ces 2 pièces, j'ai lancé OnShop et commencé leur conception de zéro. Oui, je suis assez sûr qu'il existe des solutions toutes faites pour ces 2 éléments, mais j'ai passé environ 1 heure en ligne à les chercher, et je n'ai trouvé personne qui pouvait me les fournir facilement et rapidement. Maintenant, quant à savoir si je dois inclure ou non ces dépenses pour les pièces usinées commande numérique par ordinateur, dans le calcul final des coûts, on verra. Parce que, en toute honnêteté, la grande leçon à retenir de toute cette expérience, c'est que si vous faites ça chez vous, vous devriez acheter un moteur et une boîte de vitesse d'occasion ensemble, qui sont déjà adaptés l'un à l'autre. Idéalement, visitez les casses locales pour dénicher des offres, comme Dave l'a montré dans ses vidéos, mais vérifiez d'avoir la boîte de vitesse. Cela vous fera économiser de l'argent par rapport à l'achat séparé et vous évitera de concevoir ou payer des adaptateurs, contrairement à moi. Avant la prochaine vidéo, j'espère faire quelques recherches et déterminer combien un ensemble comme celui-ci coûterait d'occasion à l'un d'entre vous, afin que nous puissions faire le calcul du coût de reproduction sans toutes mes erreurs et dépenses inutiles en cours de route. Alors restez à l'écoute pour tout cela. Au fait, il y a une chose que je trouve vraiment importante et qui mérite d'être soulignée ici à propos de l'impression 3D, puisque c'est une chaîne sur l'impression 3D.
Avant de commander les pièces, commande numérique par ordinateur, j'ai testé mes conceptions en les imprimant en 3D, avec une buse Diamondback d'US synthétique et du filament PETCF pour vérifier solidité et précision. J'ai été stupéfait de voir à quel point mes dimensions étaient éloignées de la réalité. Daniel, plus expérimenté que moi en usinage, acier et engrenage, m'a indiqué que la tolérance standard pour ce genre d'application est de 0,05 mm. J'ai donc conçu et imprimé les pièces avec cette tolérance. Mais elles ne rentraient pas, même pas du tout. Pour illustrer à quel point elles ne rentraient pas, la rainure de clé prévue à 7,95 mm dans mon design est sortie à 8,5 mm. C'est en partie à cause des problèmes d'avance de pression dans les coins avec le PETCF qui n'était pas calibré pour cette imprimante. C'est en partie à cause de la buse de 0,6 mm et peut-être de la texture externe du filament en fibre de carbone. C'était très intéressant et révélateur de constater la différence de précision entre la technologie de prototypage, l'impression 3D et l'usinage. Personnellement, j'ai simplement poncé les pièces jusqu'aux dimensions qu'elles étaient censées avoir afin de pouvoir au moins faire des essais. Mais si l'un d'entre vous a des ressources ou des suggestions sur l'utilisation de l'impression 3D pour obtenir des échantillons suffisamment précis à tester avant de passer à quelque chose d'aussi précis que l'usinage, commande numérique par ordinateur, j'aimerais vraiment que vous les partagiez dans les commentaires ci-dessous. Je me demande si la prochaine fois, je devrais concevoir 2 versions différentes des pièces, une avec des tolérances pour l'impression 3D et une avec des tolérances pour l'usinage commande numérique par ordinateur, ou si je devrais simplement faire des adaptations dans le slicer lorsque je teste les prototypes, ou qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-là. Pour la science et par souci de rigueur, mon ami électricien Mohamed, son collègue Roman et moi avons décidé d'installer tout le câblage triphasé nécessaire, puis de brancher le variateur de fréquence et le moteur directement au broyeur via un accouplement 3D comme prévu, pour voir ce qui se passerait. Et comme l'avaient prédit ces personnes utiles dans les commentaires, nous avons réussi à obtenir des vitesses suffisamment lentes, mais la puissance n'était pas du tout suffisante pour broyer même le morceau le plus fin d'une impression 3D ratée. Sans parler du fait que le ventilateur du moteur tournait beaucoup trop lentement pour réellement refroidir le moteur. Nous avons comparé cette configuration à la puissance de sortie avec le réducteur à vis sans fin et constaté qu'avec le bon rapport, il était possible de broyer du plastique en tournant manuellement l'entrée de la boîte de vitesse. Mais lorsque nous avons voulu faire le test, comme vous pouvez probablement le deviner, mon coupleur d'essai imprimé en 3D s'est tout simplement cassé en 2. Avant de poursuivre le broyeur, nous devons commander les pièces usinées commande numérique par ordinateur chez PCB Dewey et adapter le châssis au réducteur à vis sans fin pour le fixer. Ensuite, il va falloir surélever la boîte de vitesse pour atteindre cette hauteur. Donc, au risque de trop sauter d'une étape à l'autre et de rendre cette vidéo un peu difficile à suivre, changeons de sujet sans mauvais jeu de mots et voyons si on peut travailler sur une autre partie de la construction pendant qu'on attend que ces pièces commandées commande numérique par ordinateur arrivent. Broyer les impressions ratées n'est qu'une partie de l'équation. Il faudra ensuite trouver comment extruder ce broyat en filament utilisable. C'est plus difficile que vous ne le pensez. Vous voyez, la majorité des solutions existantes sont à la fois extrêmement coûteuses et conçues pour extruder des granulés de plastique qui sont à la fois ronds et homogènes. Pour extruder du broyat, nous avons donc besoin d'une solution qui tienne compte des variations causées par le broyage du plastique recyclé. Et pour respecter notre budget, qui je vous le rappelle est de 1 500 $ ou moins, nous ne pouvons pas vraiment compter sur des solutions d'extrusion commerciale déjà prêtes. Nous allons devoir le construire nous-mêmes. Heureusement, les astres se sont récemment alignés et Stéphane de commande numérique par ordinateur Catchen a présenté au monde le projet ArtMe 3D Extruder qui correspond parfaitement à nos besoins. Si vous avez manqué cette vidéo, la ArtMe 3D est un projet open source créé par l'artisan allemand David. À bien des égards, ce projet me rappelle le RepRap lui-même, car il est open source et repose à la fois sur des pièces imprimées en 3D et des composants du commerce. Mais la chose la plus remarquable à propos de ce projet, du moins pour nous, c'est que David propose le kit en 2 versions différentes, une pour extruder des granulés et une pour extruder du broyat. Les différences aux ancêtres, selon moi, concernent surtout les dimensions de la vis d'extrusion, bien qu'il y en ait sûrement d'autres aussi. Puisque nous allons principalement, mais pas exclusivement, extruder du broyat, l'ArtMe est parfaitement adapté à notre projet.
Pour être clair, l'Artmay n'est pas bon marché. Il m'a coûté 669 €, soit 726 $ de ma poche, frais de port compris, sans compter 91 $ de droits d'importation que j'espère récupérer. Ajoutez à cela 1,5 kg de pièces imprimées, et même si Sauvel a eu la gentillesse de m'envoyer de leur PLA de très haute qualité pour cette construction, cela ajoutera encore une trentaine de dollars à notre liste de dépenses. Ça fait beaucoup d'argent, je sais. Et comme ce kit est open source, j'imagine que vous pourriez vous procurer certaines de ces pièces directement en Chine ou concevoir une version beaucoup plus simple basée dessus pour moins cher. Comme dit dans la première vidéo, la reproductibilité est un de mes critères principaux pour ce projet. Que vous puissiez réussir à faire cela chez vous. En optant pour un kit prêt à l'emploi avec une bonne documentation, un vrai service client et des pièces compatibles, j'évite de nombreux problèmes et bénéficie d'un produit qui, selon la vidéo de Stéphane, fonctionne déjà très bien. Et je préfère largement risquer de dépasser un peu le budget, mais assurer notre réussite plutôt que de finir par jeter tout ce projet à la poubelle sans rien en retirer. Et après avoir assemblé l'Artmay avec succès, je dois dire que je suis vraiment content de cette décision. D'abord, la conception de ce système, comme l'a mentionné Stéphane, est ingénieuse. Elle utilise un capteur infrarouge pour la tension, la gravité pour gérer les tolérances du filament et un bras oscillant pour enrouler le filament sur la bobine. Je ne pourrais jamais concevoir quelque chose comme ça moi-même, et ça me sidère qu'il y ait des gens comme David qui en sont réellement capables. Deuxièmement, que la documentation est incroyable et très précise. Une page explique la différence entre les types de vis ou comment réaliser certaines étapes rencontrées ultérieurement. De plus, avant chaque étape, une pré-étape précise quel matériel prendre dans chaque boîte et sac étiqueté individuellement. C'est un niveau de détail que je n'ai jamais vu auparavant, même dans les manuels de montage Prusa ou Voron. En fait, tout au long du montage, je n'arrêtais pas de me dire que ça ressemblait beaucoup à l'assemblage d'une imprimante Prusa. Les composants eux-mêmes accentuaient ce sentiment. À part la vis d'extrusion elle-même que David usine lui-même en Allemagne, le système Artmay utilise presque exclusivement des composants facilement disponibles comme des moteurs pas à pas, des cartes et écrans génériques et des profilés en aluminium, ce qui sera vraiment pratique si jamais vous devez remplacer un composant. Comme pour un kit Prusa, il n'est pas besoin de soudure ni d'insert chauffant, seuls des éléments de quincaillerie standard sont intégrés dans les impressions si besoin. Ce kit rappelle aussi une imprimante Prusa par la qualité et l'origine de ses composants. Pour être honnête, je n'aurais pas été surpris si le kit avait été livré avec une bonne quantité de composants chinois dans la boîte. Aujourd'hui, tout vient de Chine, non ? Mais j'ai été surpris et impressionné de voir que David a obtenu beaucoup de matériaux d'Allemagne. Il a regretté de ne plus trouver localement des moteurs pas à pas ou des cartes de contrôle, leur fabrication ayant cessé en Europe, mais il utilisait toujours des pièces européennes quand c'était possible. Son souci du détail à ce sujet est remarquable. Vraiment impressionnant, les pièces usinées, commandes numériques par ordinateur, fabriquées en Allemagne. Le câblage, les tournevis, les profilés, même le foutu silicone, le lubrifiant et la superglue sont tous fabriqués en Allemagne. Vous pouvez voir pourquoi j'ai commencé à appeler ceci la Prusa des extrudeuses de filaments. La comparaison reste valable pour l'expérience de montage réel. J'ai ressenti un fort déjà-vu en assemblant ma Prusa MK3S+, notamment parce que j'ai imprimé certaines pièces en ABS Prusa Orange de Filamentech. Quand vous assemblez l'Artmay, vous construisez en fait une imprimante 3D complète avec un cadre en profilé d'aluminium, un élément chauffant, un extrudeur, des ventilateurs de refroidissement et de l'électronique. Sur l'Artmay, les moteurs pas à pas ne gèrent pas un mouvement X orbis, mais remontent le filament et font tourner la bobine pour l'enrouler. Et bien sûr, le moteur pas à pas qui pousse normalement le filament dans l'extrudeuse est ici utilisé pour faire tourner la vis et pousser les copeaux dans une extrudeuse. Dans l'ensemble, l'assemblage a été très agréable, un peu comme assembler une imprimante 3D bien documentée. Comme pour une machine Prusa, cela a pris 7 ou 8 heures et tout était inclus dans le kit, sauf l'alimentation électrique. J'ai eu du mal à trouver une alimentation de type ordinateur portable localement, alors j'en ai pris une similaire à celle de votre imprimante 3D pour 124 shekels, soit 34,15 $.
Il allait falloir encore quelques jours pour que cette alimentation arrive. Et en plus, nous ne pouvons pas vraiment tester l'Archmate tant que nous n'avons pas de plastique broyé. Donc, pendant que j'attendais que tout ce matériel arrive, je voulais avancer sur les autres aspects du projet afin que nous puissions vraiment démarrer sur les chapeaux de roue une fois que tout sera entièrement assemblé. Dans cette optique, et avec un sentiment de réussite enfin acquis, j'ai reporté mon attention sur le broyeur et j'ai commencé à concevoir et à fabriquer une trémie à installer dessus. C'est important, car il serait peu pratique et très dangereux d'introduire le plastique directement dans les mâchoires du broyeur. J'ai déjà vu ces trémies en acier, mais vu mes talents limités en soudure, j'ai choisi cette fois d'utiliser du bois. En fait, j'ai trouvé plein de tiroirs d'une vieille armoire jetée dans la rue en attendant les éboueurs. Alors j'ai décidé d'en prendre plusieurs, puis j'ai retiré toute la quincaillerie, les rails et tout le reste. Et encore une fois, j'adore vraiment le fait que nous construisions un recycleur de plastique à partir de pièces recyclées qui allaient en finir à la décharge. Ensuite, comme les angles étaient vraiment un peu compliqués à obtenir manuellement, et parce que je voulais que la trémie ait le volume maximal sans dépasser en profondeur dans le mur, j'ai décidé de concevoir la trémie dans Onshape. Ce qui m'a ensuite permis d'exporter les panneaux au format Drawing Exchange Format et de les découper avec ma découpeuse laser. J'ai en fait pensé à créer ce genre de languette dans le design comme on en voit souvent en découpe laser, pour emboîter et assembler parfaitement tous les coins, mais je ne savais pas comment les angles allaient fonctionner sur la partie inclinée. Je ne voulais vraiment pas y passer plus de temps, alors j'ai décidé de simplement coller les faces entre elles à 90 degrés, ce qui serait évidemment très fragile, puis de concevoir et d'imprimer en 3D une série d'équerres aux angles appropriés que j'ai encore une fois réalisé en Sauvel PLA. L'avantage supplémentaire de cette méthode, c'est que si l'un de ces panneaux se casse d'une manière ou d'une autre, je peux le remplacer sans avoir à casser tous les autres, comme ce serait le cas s'ils étaient assemblés avec du bois, de la colle et des assemblages. J'ai conçu et imprimé en 3D une équerre, collée à une pièce de bois pour la renforcer, puis percer des trous pour la fixer au broyeur. Et comme j'avais déjà le laser branché, j'ai décidé de graver ma nouvelle devise sur la face avant. Si vous êtes arrivé ici, dites-moi en commentaire si ce slogan vous a fait sourire. Le résultat final, honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien, même si c'est un peu de travers sur le broyeur. Et c'est en fait vraiment solide. Je peux soulever le broyeur qui est extrêmement lourd par la trémie. J'aime particulièrement le fait qu'il ne dépasse pas du mur dans le coin de la pièce, et pourtant j'ai quand même un énorme volume à l'intérieur. J'espère pouvoir mettre beaucoup de plastique ici sans devoir alimenter ou surveiller le broyeur trop souvent. Si besoin, je créerai une plaque à placer à l'intérieur, éventuellement lestée pour pousser dans la trémie. On verra ça en temps voulu parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant qu'on puisse même commencer à broyer du plastique avec cette machine. À savoir, il faut d'abord trier tout ce plastique. J'avais déjà séparé le PLA et le PETG, mais comme j'ai été inspiré par la capacité de Recycling Fabric à produire de belles couleurs riches, et pas seulement des gris, noirs ou bruns, je voulais aussi séparer certains groupes de couleurs, du moins pour ceux dont j'ai assez de déchets pour que ça vaille le coup. C'était une tâche très satisfaisante, j'adore ce genre de choses. Et quand j'ai eu fini, il me restait des bacs pour le noir, le blanc, les bleus et les oranges. J'envisage, comme vous pouvez le voir, de mélanger des chutes jaunes et rouges avec tout l'orange pour voir si ça donnera une couleur orange uniforme. Mais d'après les résultats de Stéphane, je pense que la machine ne mélange peut-être pas assez bien les copeaux de filaments, et je vais peut-être devoir me contenter uniquement des déchets oranges. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaie d'ajouter du rouge et du jaune pour obtenir un orange uniforme. De plus, je me suis préparé à la production en contactant un fabricant local de filaments, Plastic App, qui a accepté de me vendre de petites quantités de granulés de PLA vierge colorés si j'en ai besoin. Maintenant, je ne prévois pas d'avoir de problème à extruder le broyat. C'est un peu le but de l'art, mon pote. Mais il pourrait être vraiment utile de pouvoir mélanger un peu de matière vierge, ou simplement du matériau pur et proprement coloré, pour améliorer à la fois la qualité et la solidité de mon produit final. Mais on pourra expérimenter tout ça plus tard. Parlons maintenant de ce qu'il reste à faire, de mes objectifs pour la prochaine vidéo et des défis à relever. Évidemment, la chose la plus importante sera de reconfigurer le cadre et peut-être de le ressouder en utilisant tous les conseils utiles que les gens ont partagés dans les commentaires.
à la fois pour la solidité et pour la nouvelle configuration avec la boîte de vitesse. Ça va nécessiter de caler et de déplacer le broyeur. Mais d'une manière ou d'une autre, mon objectif pour la prochaine vidéo est d'avoir le cadre terminé, le moteur et la boîte de vitesse montés et connectés, puis que tout cela soit relié au broyeur. J'aimerais aussi vraiment organiser le câblage, le fixer au cadre et faire fonctionner ce boîtier de commande externe avant de publier la prochaine vidéo. À partir de là, j'aimerais vraiment que la prochaine vidéo soit surtout consacrée aux essais et erreurs, aussi bien avec le broyeur qu'idéalement avec l'extrudeuse. J'ai entendu pas mal de personnes qui ont essayé avant moi dire que pour fabriquer du filament, si on met des déchets, on obtient des déchets. Donc en fait, ça m'inquiète vraiment pour deux raisons différentes. Tout d'abord, mon atelier est extrêmement poussiéreux et je n'ai aucune idée de la quantité de poussière que je vais réellement pouvoir enlever du filament et des impressions 3D ratées, ni même comment je vais m'y prendre pour le faire. Dois-je passer un souffleur à feuilles sur les impressions avant de les broyer? Est-ce que je devrais laver les copeaux dans un sac en filet et les laisser sécher au soleil? Partagez vos idées en commentaire. La deuxième raison de mon inquiétude est l'humidité. Le filament absorbe l'eau et beaucoup de ces matériaux sont restés dans l'humidité de Tel Aviv pendant plus d'1 an. Pour obtenir de bons résultats, je dois déshydrater les copeaux. J'ai bien un vieux four ici, mais je ne suis pas sûr de la précision de la température et je n'ai vraiment pas envie de faire fondre mes copeaux, ce qui va être un défi vu leur petite taille. Sinon, j'ai beaucoup de séchoirs à filaments, comme vous pouvez le voir, mais j'ai peur que les copeaux s'envolent à l'intérieur ou, encore une fois, qu'ils fondent. Je pourrais devoir fabriquer une boîte en métal avec une vieille passoire ou similaire pour tout cela. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires. Et aussi, pendant que vous êtes là, dites-moi, pensez-vous qu'on devrait inclure le coût de ce qu'on utilise pour sécher le filament dans le coût total de la construction, ou supposer que c'est comme des outils de base et que la plupart des gens auront déjà ça? Bref, ce sont les objectifs pour la prochaine vidéo. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, en plus d'une répartition finale des coûts. Donc, si vous voulez suivre la suite, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et sur la cloche, comme ça vous ne raterez pas la prochaine vidéo de la série. Avant de vous laisser, je tiens à remercier nos membres YouTube et Patreon, surtout les membres Nylon, Epic, Chip Cox, Too Crazy Ketos, Amir Khan, Chris Miller et Don Arledge. Vous êtes géniaux, surtout quand je fais des projets aussi coûteux et à mes frais. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve dans The Next Layer.